Eh bien bonjour Monsieur Michel Serres. Bonjour mon cher, oui. Bonjour Monsieur le philosophe et Monsieur Bonjour. l'académicien. Nous sommes Bonjour. honorés d'être reçus par vous dans votre magnifique maison ici à Vincennes. Mille excuses de ne pas venir à Saint-Malo. Oh mais oui, Vraiment, j'ai été malade et c'était impossible de faire mais alors vous le avez fait voyage. beaucoup pour Oui, pour nous, pour les 1100 oui, personnes qui sont ici dans la salle, oui. puisque on a pu lire le texte que vous avez écrit spécialement pour nous. Parfait. Merci. Et puis voilà, nous sommes maintenant à pouvoir explorer un petit peu plus d'autres D'accord. notions Ah, à d'accord. partir Je de la vous écoute. temporalité. Je vous écoute. Alors pourquoi la temporalité? Eh bien, on avait eu quelques échanges il y a quelques semaines, on avait pensé à la sensorialité ou on avait Oui, pensé à la temporalité. oui, je me rappelle. Et vous aviez opté pour la temporalité, qui était Oui, donc un des deux sujets importants. oui, Et pourquoi la temporalité? C'est parce que le temps est une notion vraiment très très importante dans le monde de l'hypnose. je comprends. Et dans le monde de la conscience, on décrit volontiers deux dimensions temporelles, et qui, me semble-t-il, se rapprochent un peu de ce que vous évoquez. On décrit une notion temporelle immédiate, Oui, qui est connecté au monde extérieur et à la réalité. oui, Peut-être cela se fractionne assez bien. oui, Et puis on décrit une dimension temporelle virtuelle, un peu plus imaginaire, peut-être un peu plus inconsciente. oui, Et d'accord. celle-là, elle est continue, Elle continue. elle est longue. C'est pour Oui, ça qu'en hypnose, il faut aller lentement. d'accord. Oui, C'est oui, pas le même temps. d'accord. Il y a deux temporalités peut-être dans la C'est conscience. c'est un peu ce que j'ai voulu dire, mais un peu autrement. Ouais, C'est-à-dire que j'ai distingué en effet au moins deux attentes. C'est bien un peu la conscience du temps, ouais, l'attente des femmes de marins qui c'est autrefois à plutôt ça. Saint-Malo Ouais, fixaient l'horizon en attendant, ouais, oui. Alors là, celle-là, elle est continue vraiment. C'est pas parce qu'elles ont attendu 5 ans qu'elles ont 5 ans de moins à attendre, vous eh ben voyez. ouais, eh oui. Tandis que si je viens à Saint-Malo et que vous m'attendez par le train, vous savez que le train arrive à 17 heures, et à moins 10, vous savez qu'il vous reste 10 minutes à attendre. C'est ça. Ouais. Donc, il y a une soustraction, une addition possible dans un cas, et dans l'autre cas, il n'y a pas. Ouais. Voyez. C'est-à-dire, dans un cas, le temps est indéfini, et dans l'autre cas, il est défini, c'est-à-dire, on peut le couper et le compter. C'est ça, ouais. Alors là, il faut préciser plusieurs choses, là. Mhm. Dans la question du temps coupé, il est très intéressant de voir comment on le coupe, n'est-ce pas? Et oui, parce que on l'a coupé de tout temps, si vous voulez, et tout à coup on s'est aperçu, surtout quand on a fait le système décimal, Ouais. que le temps résistait au coupage décimal. Ah bon? Et oui, parce que votre horloge fait 12, Oui, 12, oui. 6. Donc, curieusement, il n'est comptable qu'en système à base 12 ou à base 6. C'est-à-dire, vous avez la demi, vous Ouais, avez le ouais. quart, etc. Et ça correspond même à des choses de l'œuvre d'art. C'est-à-dire, tout le monde critique l'alexandrin, Ouais. vous savez, c'est-à-dire 12 pieds. Oui. Et ils ne s'aperçoivent pas, les braves gens, qu'ils croient que c'est une forme très ancienne, une forme très, très archaïque, mais surtout pas naturelle, si Oui. vous voulez. Et moi je dis, c'est le moment naturel, c'est-à-dire ce que vous faites en 12 pieds correspond exactement à l'horloge. Vous Ouais. voyez, ça fait vraiment Et extraordinaire. l'horloge correspond au fonctionnement du monde, de la Oui, nature. oui, c'est-à-dire, si vous regardez maintenant le rythme des planètes, le Ouais. rythme, etc., vous vous apercevez en effet que votre montre sur laquelle vous avez compté 12 et 6, Oui. c'est un planétaire de poche. C'est un planétaire de Et poche, oui. oui, parce que ça mime justement le temps du monde. Vous voyez qu'il y a un temps qui paraît artificiel et qui est pourtant le temps du monde, n'est-ce pas? Ouais, le temps du monde. Mais l'autre, si vous voulez, l'autre indéfini, est aussi le temps du monde. Alors là, ça, ça c'est le linguiste qui parle maintenant. Dites-moi. On hésite beaucoup entre, pour l'origine du mot temps, pour la racine du mot temps, entre deux possibilités. Le verbe grec qui s'appelle teino, et qui veut dire tendre, n'est-ce pas? Et le Ouais. verbe temno qui veut dire couper. Et moi, je pense que c'est les deux à la fois. Vous voyez? C'est les deux à la C'est-à-dire, fois. et oui, parce que dans la Les deux conscience notions que sont complémentaires, c'est pas ça, c'est que non? on éprouve les deux. Vous parliez de la conscience tout à l'heure, Ouais. moi je parle de l'attente, mais c'est la même chose, Ouais. n'est-ce pas? Bon. Et par conséquent, on éprouve du temps qui est j'ai rendez-vous demain avec vous, j'ai rendez-vous à 14 heures avec ma petite amie, etc., Ouais. etc. Et ça, c'est du temps que je peux compter. Ouais. Tandis que cette espèce d'attente, vous savez, je distinguais entre les chrétiens qui attendent le Messie et qui savent qu'il va naître le 25 décembre,
et les Juifs qui attendent le Messie depuis le commencement du monde, vous voyez, indéfiniment. Donc on éprouve vraiment les deux, l'un continue et l'autre discontinue. Voilà. Et alors voilà, ça c'est la conscience, n'est-ce pas? Mais il y a une autre attente très intéressante aussi. Vous venez de jouer à la loterie nationale ou à je ne sais plus quel jeu, et vous attendez le résultat. Ah oui, mais le résultat, il est ni continu ni discontinu. Il est aléatoire. Le résultat lui-même. Oui. C'est-à-dire, il y a un risque que je gagne ou un risque que je perds. Bon. Et là, c'est deux autres racines très intéressantes. Ça correspond exactement à ce que le langage pointe dans le mot temps. Et vous le savez sans doute, il y a des langues, dont le français, qui emploient le même temps, le même mot, pour dire à la fois le temps qu'il est, midi 30, et le temps qu'il fait, c'est-à-dire la pluie, le vent, l'orage, etc. Tandis qu'il y a un autre un autre type de langue où on utilise deux mots, time et weather en anglais ou Zeit et Wetter en allemand. Alors, le problème est de savoir pourquoi certaines langues disent la même chose et d'autres. Alors, ça aussi, c'est des correspondances. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de la correspondance du monde physique avec le monde de la conscience et le monde même de l'œuvre d'art, si vous voulez, de la poésie. Et là, je vois une différence, une communauté en effet, entre la conscience de tout à l'heure et ce que je dis. Vous allez voir. Par exemple, la femme de marin attend son mari ou son amant 10 ans, 20 ans, même toute la vie s'il meurt. Mais pourquoi elle l'attend? Oh, pour une raison très simple, c'est que le mari en question peut avoir été la victime des fortunes de mer. Oui. C'est-à-dire, il peut avoir été soumis à des orages qui l'ont retardé, il peut être soumis à des naufrages qui l'ont noyé. Vous voyez, par conséquent, le temps qu'elle attend correspond à weather. Vous voyez? D'ailleurs, c'est la même chose que lorsque vous attendez le train à Saint-Malo et on ne vous dit pas qu'il y a une catastrophe qui s'est passée, il y a eu un orage à Rennes qui a mis un arbre en travers de la voie et de nouveau c'est le weather. Ah oui. Vous voyez? Et alors on voit très bien que la langue exprime énormément, avec beaucoup de précision, à la fois des phénomènes de la nature et des phénomènes de la conscience. Et mon texte consistait à essayer de réunir ensemble, par le pontage de la langue, si vous voulez, les phénomènes du monde et les phénomènes de la conscience. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et alors, pourquoi les Anglais ont choisi deux termes? Il y a des langues comme ça, ou les Allemands, etc. Eh bien, ils n'ont pas complètement tort. C'est-à-dire, dans la cuisine de ma grand-mère, il y avait un baromètre et il y avait un chronomètre, n'est-ce pas? Il y avait une horloge qui disait le temps et un baromètre qui disait weather, vous voyez? Donc, on avait quand même l'habitude de distinguer les deux choses, mais miraculeusement, notre langue n'emploie qu'un seul mot. Eh bien, il n'a pas tort, parce que c'est le côté aléatoire du temps compté. Alors, je reviens maintenant au jeu, c'est-à-dire le côté aléatoire. C'est-à-dire le joueur, il espère bien gagner. Et c'est le temps de cet espoir-là. Et cet espoir-là est déçu, et redéçu, et redéçu, et redéçu. Mais il continue. Là, je touche presque à quelque chose qui vous concerne. C'est-à-dire une sorte de maladie. Vous voyez, de maladie mentale, qui consiste à dire je joue. Ouais. Et bien entendu, plus je joue, plus j'ai des chances de gagner. Ce qui est complètement faux. Parce que chaque fois que je joue, j'ai la même chance de gagner. Ouais. Et comme j'ai la même chance de gagner, et que je joue un stock fini, et que ça peut être infini, eh bien, il y a Poincaré, le mathématicien français, qui a écrit un texte que tous les joueurs devraient lire, n'est-ce pas, ou apprendre par cœur, qui s'appelle le théorème de la ruine du joueur. Et oui, c'est-à-dire, plus vous jouez, plus vous ruinerez assurément. La seule chance que vous avez de gagner, c'est de jouer 1 ou 2 coups, 3 coups, mais pas plus, vous voyez? Parce qu'au bout d'un certain temps, votre chance de vous ruiner est de plus en plus forte. Elle augmente. Voilà. Alors vous voyez, tout d'un coup, il y a bien
une association ou une sorte de correspondance entre les phénomènes naturels, aussi bien, d'ailleurs le temps compté, c'est le temps des planètes, c'est-à-dire planétaire, ou le temps qu'il fait, c'est un phénomène de météores, vous voyez, et la langue dit parfaitement ça, ce qui correspond à la conscience d'une sorte d'attente, une autre sorte d'attente, etc. Vous voyez, à la fois continue, comptable et stochastique. Vous voyez. Et ça, c'est miraculeux qu'il y ait cette espèce d'harmonie, vous voyez, entre notre conscience, les phénomènes que nous éprouvons, le temps, le phénomène du monde, n'est-ce pas, et le phénomène linguistique. Oui. Et la langue le dit très bien. Et la langue le dit bien. Oui, oui, c'est ça. On parle du temps de l'attente. Oui. Mais on parle aussi du temps de l'action. De l'action. De l'action. Oui. Alors, c'est la même chose? C'est-à-dire, le temps de l'action, ça dépend de l'action, bien entendu, mais c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours un peu la même Et chose. oui, parce que vous avez une action qui peut se faire en tant de temps, n'est-ce pas? Je sais que pour faire ceci, que pour aller réparer le loquet de ma porte, j'y mettrai entre 10 et 15 minutes. Oui. Oui, c'est ça. Tandis que si j'ai pour idée d'action, je ne sais pas, d'écrire un livre, Par exemple. ben je sais que quand ça commence, je ne sais jamais quand il sera fini. Oui. Voyez. Donc dans l'action, il y a bien cette distinction entre le temps de l'attente de la femme de marin et le temps de l'attente de la personne sur le quai. On trouve toujours ce temps court et ce temps long. Trois, oui, c'est ça. Il y a un temps qui est fini et un temps qui est un peu fou. Oui, c'est-à-dire temno, celui qui se coupe, n'est-ce pas, et teino, celui qui s'étire. Oui. Donc, c'est intéressant de regarder à la fois l'origine du mot grec, si vous voulez, et la façon dont il a été distribué dans les langues modernes, c'est-à-dire entre les langues latines et les langues germaniques. Et cette harmonie, enfin, c'est le rôle du philosophe, si vous voulez, de faire une espèce de synthèse entre ces choses. Oui. Et sur le temps, ça marche quand on parle de ce bien. temps long, là aussi, dans l'expérience hypnotique, on décrit des activations de temps long désagréables et de temps long agréables. Ça, Et on dit, et on observe que quand le temps long est agréable, il a l'air plus court. Ah oui, ah oui. Et quand le temps long est désagréable, il a l'air encore plus long. Oui, Comme si le temps était, il avait aussi une sorte d'élasticité. Oui, mais c'est ça que je dis, teino, c'est-à-dire tendre, un élastique. Et d'ailleurs, tout le monde a au moins l'expérience que les après-midi d'ennui paraissent absolument longues. Mais quand on a 80 ans comme moi, ce qui paraît le plus court, c'est la totalité de la vie. Ouais. C'est-à-dire le temps est localement long et globalement court. Ah oui, bien sûr, la semaine vient de passer, comment ça s'est passé, etc. Ouais. Alors que je suis dans mon bureau l'après-midi, ça ne marche pas très bien mon travail, et je m'ennuie à crever pendant une heure qui me paraissait énormément longue. Oui. Par conséquent, dans la conscience, de nouveau, il y a le même phénomène. Ouais, ouais. C'est une expérience que nous avons presque, même quand on n'est pas malade, même en dehors de l'hypnose. Voilà, c'est ça que je dis. Chez les malades, le temps, justement, est souvent bien long, bien long. Voilà, bien long. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Quand on leur dit on va vous recevoir dans un quart d'heure. Oh, oui, oui c'est ça. Ah, ça, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose. Parce que là, il y a quelque chose qu'il faut dire vraiment. Ah. C'est que quand je parle de la femme de marin, je pense à qui? Je pense à Pénélope, n'est-ce pas? Qui tisse, qui retisse, qui tisse, qui retisse, pendant que son mari va d'île à île, est soumis à la tempête, etc. Une est dans le temps, elle tisse, elle retisse, n'est-ce pas? Comme l'horloge. Parce qu'il est midi aujourd'hui, il sera midi demain, il sera midi dans 1000 ans. Par conséquent, on tisse, on retisse, etc. Ça fait une sorte de retour éternel. Oui. Tandis qu'au contraire, évidemment, le weather est aléatoire. Vous voyez? Voilà. Alors, ça, c'est nouveau parce que c'est très important de le dire. Tout ce que nous disons jusqu'à maintenant est un phénomène de culture aussi. Il n'y a pas seulement la nature, il n'y a pas seulement la langue, et il n'y a pas seulement le comptage, si vous voulez, mais il y a aussi la culture. Bon, quand j'étais jeune, je suis gascon d'origine, et quand j'avais besoin de renseignements à la Bibliothèque nationale,
Bien, je prenais le train le soir à 17h, j'arrivais frais comme une rose à 9h du matin à la gare de Serlitz, je faisais la queue à la Bibliothèque nationale, j'attendais qu'on me donne le livre en question et quelquefois je m'étais trompé. Donc j'attendais pour avoir le renseignement, quelquefois pendant une demi-semaine, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis chez moi, aussi loin que je sois, je clique et je renseigne tout de suite. Par conséquent, on est passé d'une culture de l'attente à une culture de l'accès immédiat. Et ça a bouleversé à la fois les habitudes sociales, la conscience du temps, etc. C'est-à-dire que quand vous dites tout à l'heure « Ah, un quart d'heure », etc. Par exemple, un jour, j'arrivais de San Francisco, qui était la ligne que je prenais tout le temps, et on n'a pas pu se poser à Paris, il a fallu aller se poser à Lyon. Et on avait évidemment entre 1 heure et 2 heures de retard. Et les gens étaient absolument furieux, en colère, etc. Et je leur disais « Ah oui, mais moi j'avais un grand-père qui a pris un bateau à Liverpool pour aller à San Francisco pour porter du ciment après le tremblement de terre, et qui est passé par le Cap Horn, puisqu'il n'y avait évidemment pas le canal de Panama, et ça a duré 6 mois et demi, Poteau Noir compris, Cap Horn compris. Et maintenant, pour un quart d'heure, vous êtes vraiment impatient. Par conséquent, réellement, on est passé d'une culture de l'attente, et qui était partout. C'est-à-dire, par exemple, même dans les romans, c'était le suspense. Qui va gagner ou qui est l'assassin, etc. Et plus l'auteur vous promène, plus le suspense est tendu. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que maintenant, je vais voir le résultat tout de suite. Voilà. Et là, nous ne savons pas, enfin moi au moins, et peut-être aussi vous, nous ne savons pas comment les consciences ont évolué dans une situation culturelle pareille, n'est-ce pas? Étant donné que le média a disparu par rapport à l'immédiat. Vous voyez, on est vraiment dans comme je vous disais tout à l'heure, le renseignement en question, je n'ai pas à l'attendre. Vous voyez, j'ai tout de suite le renseignement. Voilà. Alors, vous voyez, il y a une question importante pour nous là, qui utilisons l'hypnose depuis des années maintenant. Moi, ça fait 30 ans. On en a discuté tout à l'heure tous les deux. L'hypnose est apparue dans le monde médical, elle a été inventée par les soignants Charcot, il y a plus de 2 siècles. À peu près. Révolution française. Oui, c'est ça. Bon. Il y a eu des moments où elle a été très utilisée et des moments pas du tout. Oui, c'est vrai. Un peu comme si la médecine n'avait pas su très bien quoi en faire pendant longtemps. Et là, depuis 30 ans, il y a un temps continu aussi. Et qui est croissant. Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent, et en témoignent tous les gens qui sont au congrès là avec nous aujourd'hui. Mais alors, une des questions qui se pose, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi l'hypnose trouve une place maintenant? Et j'aimerais bien vous entendre parler de l'humanisme et de la dimension humaniste, peut-être. Pas seulement. Non. Je crois là, vous parlez à un historien des sciences. Et il est clair que dans beaucoup de cas, dans les sciences aussi bien mathématiques, physiques, chimiques, tout ce que vous voulez, qu'une hypothèse branle un peu, on ne sait pas vraiment si elle est vraie ou fausse, on est un peu dans le doute, donc on fait des expériences où on laisse tomber, etc. Et tout d'un coup, Pasteur arrive, pam, et il dit pourquoi Jenner avait raison avec son affaire de vaccination. Voyez, et là, à partir de là, on va vacciner. Et par conséquent, l'histoire des sciences est pleine des exemples que vous donnez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une découverte? Une découverte, en grande partie, c'est une validation. C'est-à-dire, on ne savait pas ce que c'était que la pénicilline. Par exemple, les paysans de mon pays mettaient sur les plaies des raclures d'évier. Vous vous rendez compte, c'était horrible. Et la plaie, aussitôt, se cicatrisait. Et on s'est aperçu depuis qu'il y a du pénicillium dans les pourritures. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Et par conséquent, tout le monde se moquait évidemment des paysans en question. Tandis qu'à partir de Fleming, tout le monde dit « Ah voilà, il y a eu une anticipation. » C'est curieux que vous preniez cet exemple-là, puisque on vient de terminer avec mon collègue anesthésiste, le docteur Bernard, une réédition d'un livre sur l'hypnose, douleur aiguë et l'anesthésie. Et en conclusion, on a pris l'exemple de l'asepsie.
un jour l'asepsie a été établie de manière formelle et officielle, et aujourd'hui, plus personne ne ferait certains gestes dangereux pour les patients. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, Oui. les conditions de soins pouvaient être déplorables. Ah, mais c'est la Et à partir du moment où un jour ça a été établi, et c'est oui, officiel. c'est la grande histoire de Semmelweis. Ouais. La thèse de Louis-Ferdinand Céline porte sur Semmelweis, qui était un gynécologue et qui était gynécologue dans 2 hôpitaux à Vienne, Autriche. Ouais. Et l'un était tenu comme infirmier par des étudiants en médecine, l'autre par des bonnes sœurs. Et la différence de fièvre puerpérale était gigantesque. Il y avait 3 femmes sur 10 d'un côté et 0,1 ou 2 de l'autre côté. Ouais. Et c'est pas parce que les bonnes sœurs faisaient la prière, disait Semmelweis, que ça guérissait. Et alors, un jour, pour une raison X ou Y, que je ne peux pas vous raconter, c'est trop long, il s'est aperçu que peut-être on pourrait demander aux étudiants de se laver les mains Ouais. avant d'accoucher les femmes, parce qu'ils passaient directement de la salle de dissection, où ils découpaient les cadavres, à l'endroit où on accouchait les femmes. Vous voyez? Et là, il a dit, peut-être qu'il y a un rapport, alors lavez-vous les mains, et tout d'un coup, la chose a disparu. Eh bien, cher ami, ce qui est intéressant dans la vie de Semmelweis, c'est qu'une fois qu'il a pris cette décision, il a été critiqué par tout le monde et foutu dehors de partout. Ouais. C'est-à-dire personne ne croyait que se laver les mains avait quelque efficacité. Il perturbait trop l'ordre établi. C'est pas ça. Non. Non, non, je crois avoir trouvé récemment d'ailleurs Ouais. la vraie raison. Ah. C'est-à-dire que les eaux étaient généralement polluées. L'eau n'était pas aseptique comme elle l'est maintenant. Ouais. Et par conséquent, on risquait beaucoup avec l'eau de se salir les mains. Oui, bon. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil. C'est-à-dire une espèce de prévision ou d'anticipation timide de la vérité, et tout d'un coup, la vérification, et tout d'un coup, l'asepsie. Remarquez, Et tout d'un coup, ça moi, devient stable. je critique, non, mais c'est pas stable l'asepsie, je trouve. Non. Non, je doute beaucoup. Ah, dites-moi. Tenez, lavez-vous les mains. Ouais. 1 fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à ce que vos mains soient vraiment axènes, c'est-à-dire privées de tout, etc. Alors maintenant, ces mains-là vont être le puits d'attraction de tous les microbes du monde. Ah oui, on est d'accord. Par conséquent, l'asepsie limite est très dangereuse. Vous voyez? Alors, lavez-vous les mains, Ouais. lavez-vous bien, ne vous lavez pas trop, Mais vous pas tomberiez malade. Pas trop. Autre exemple, je me trouvais au Brésil il y a quelques années, dans un port du nord du Brésil, et il y avait un bateau qui s'appelait pas Médecins sans frontières ou quelque chose comme ça, vous voyez, des humanistes qui venaient pour soigner les malades du Brésil. Ouais. Et ils étaient donc un bateau venant des États-Unis, et dès qu'ils ont mis les pieds sur le quai, ils sont tous tombés malades et tout le monde riait. C'est-à-dire que, comme ils étaient tellement aseptiques, dès qu'ils ont été en contact avec la forêt de microbes qui se trouvaient sur les lieux, ils sont tous tombés malades. Et tout le monde riait. Voyez. Donc l'asepsie rend un peu fragile. Voilà, rend un peu fragile. Eh oui. Et oui, parce que vous savez sans doute que nous avons des milliards de cellules. C'est comme les antibiotiques. C'est autre chose. Je vais revenir sur les antibiotiques si vous voulez. Mais là, dans ce cas-là, vous savez que notre corps est composé de milliers de milliards de cellules, mais qu'il y a autour de nous des milliers de milliards de microbes plus importants que les cellules. Et qu'au-dessus de ces microbes, il y a des milliers de milliards de virus encore plus importants, etc. Avant d'arriver à l'asepsie, vous voyez, voilà. Bon, vous m'avez parlé maintenant des antibiotiques. Ouais. C'est autre chose. Les antibiotiques, c'est un autre type de temps, si vous voulez. Oui, c'est-à-dire que les antibiotiques, c'est la mise à mort locale d'un virus, d'une bactérie donnée. Bon, bactérie donnée. Mais cette bactérie, elle existe depuis quand? Je vais vous dire. Elle existe depuis 3 milliards d'années. Bon. Et nous existons depuis quand? 4 millions, 5 millions d'années. Bon, on est vraiment des jeunes gens par rapport à elle. Et vous croyez qu'elle va se laisser faire? Et vous croyez? Eh bien non, pas du tout. Elle a été soumise à beaucoup plus d'emmerdements que la pénicilline, et elle va muter.
Elle va muter. Et la mutation, c'est un autre type de temps. Eh oui. Alors allons-y maintenant. Il y a le temps réversible, celui de Newton, ici midi sera midi, etc. Oui. tout le temps. Et puis il y a le temps qui a un sens, qui va vers, que dans le cas de l'attente. Et oui, mais dans ce cas-là, il y a autre chose, c'est que, voyons, Bergson disait, il remuait la tasse et il faut attendre que le sucre fonde. Oui. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait simplement répéter ce que tous les thermodynamiciens savaient à l'époque, c'est-à-dire c'est l'entropie, le passage de l'ordre des ordres. Oui. Et moi, je pose à Bergson la question, combien de temps faudrait-il pour extraire le sucre de l'eau, hein? Ben, il faudrait il faudrait chauffer, il faudrait, etc., cristalliser. C'est tout un travail. Et qu'est-ce que c'est que le travail? C'est ça, de remonter l'entropie. Et là, vous voyez qu'il y a deux temps irréversibles, le temps de l'entropie qui s'écroule et le temps de la négantropie, c'est-à-dire le temps de la mutation au sens de Darwin. Il y a le temps de la thermodynamique et le temps de l'évolutionnisme qui monte. C'est ce que vous avez aussi évoqué en disant le temps un peu de la mort et de l'apoptose. Oui, c'est ça. Et le temps de la vie et de la création. Et voilà, c'est ça, le temps de la reproduction. Et la reproduction invente toujours un individu nouveau, qui n'a rien à voir. Et comment expliquer ça? Sinon par une sorte de côté créateur du temps, alors que tout à l'heure, c'était un côté destructeur du temps. Donc il y a deux temps de nouveau. Encore deux temps. Et oui, c'est-à-dire celui qui va vers l'entropie et celui qui, au contraire, va vers l'évolution. Donc, on n'est pas fichu, sauf qu'il y a une exception quand même. Nous attendons une chose, vous et moi et tout le monde. Nous attendons de mourir. Oui. Nous ne savons pas quand. Non. Vous savez que c'est obligatoire, qu'il y aura un terme, oui. dont le temps est comptable. Mais vous savez aussi que vous ne le savez pas, dont le temps ne peut pas se compter. Oui. Donc vous voyez, l'attente de la mort va réunir tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Oui, exactement. Est-ce que vous croyez que chacun de nous, à un moment donné, peut choisir ce type de temps dans lequel il se situe? Le temps court ou le temps long? Je dirais volontiers oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que, de toute façon... C'est breton, c'est pas gascon, ça. Si, les renards gascons, dit La Fontaine, disent justement ça. Oui et non, pourquoi? Parce que nous sommes de toute façon soumis à un certain type de temps, le temps astronomique. Je n'y peux rien, moi, qu'il soit midi ou qu'il soit 6 heures d'après-midi. Ouais. Mais je peux beaucoup au fait que je m'ennuie et que je peux me lever et me mettre à faire quelque chose, vous voyez. Donc, c'est à la fois conscient et inconscient, volontaire et involontaire. Oui, voilà. Oui, à la suite de notre échange et de ce qu'on a entendu tout à l'heure, là, puisque on fait ici comme si on était dans un autre temps, hein, puisqu'on est déjà vendredi matin. Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est vrai. Quel bazar. Oui. Mais justement, c'est ce qu'on dit, on est dans un phénomène nouveau, où il n'y a pas de distance précisément entre le moment du colloque et le moment de notre entretien. Oui. Et ça me donne à moi, en tout cas, un peu envie de penser, je pense qu'on en discutera aussi dans le reste du congrès, que quand on est connecté à la réalité extérieure, on est dans ce temps court, fractionnable, et puis que l'hypnose peut-être est une discipline ou une méthode qui permet de réactiver le temps long. Oui. Et je me disais peut-être aussi pour les soignants. Non, mais c'est vrai. Les soignants sont beaucoup dans du temps court. Oui, bien sûr. Mais, court. Oui, mais... Vous savez, monsieur Serre, une des plus grandes résistances que nous disent les soignants quand ils viennent apprendre l'hypnose, ils disent « Oh, mais je ne pourrais jamais m'en servir, c'est trop long. » Ah oui, c'est ça. Oui, c'est trop long, je n'aurai pas le temps. Et qu'est-ce que vous faites quand vous attendez le sommeil la nuit et que vous avez pris trop de café, n'est-ce pas? Ce que vous dites de l'hypnose, temps court et temps long, ça vaut aussi pour le sommeil naturel, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est-à-dire, à la fois le temps est long, le temps de l'endormissement, et tout d'un coup on se réveille, on a l'impression qu'on se réveille une minute près, vous voyez. Par conséquent, là aussi, une espèce de conscience double, si vous voulez, du temps long et du temps court. Mais il est vrai que médecin, par rapport à un patient, le patient est dans le temps long de sa souffrance et le médecin est dans le temps court de la guérison.
oui, l'agrégation Oui, possible. oui, 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 voilà. oui, oui. Oui, Ça, ça on c'est peut vrai. dire ça aussi. Le rapport entre les deux Ouais. est effectivement le Et rapport c'est peut-être ça temporel. que nous, on peut apporter dans le monde, dans la société médicale aujourd'hui, c'est une sorte de rapprochement de ces deux dimensions Oui, du temps. oui, oui. Peut-être bien. Peut-être bien, peut-être oui. Mais si vous voulez, il reste que nous ne savons pas encore, vous comme moi, aussi médecin que vous soyez, si vous voulez, nous ne savons pas les conséquences dramatiques ou heureuses que va avoir la nouvelle civilisation de l'accès, Alors la là, nouvelle civilisation de l'immédiateté. Nous ne savons pas ça. ça, nous Nous ne ne savons savons pas pas. parce que regardez par exemple, je le dis dans mon texte, vous savez comment on a mesuré les départements. Ah oui, je ne savais plus ça. On a mesuré les Ah départements oui. à distance entre le chef-lieu et la frontière, une journée de cheval. Bon, et cette journée de cheval, aujourd'hui, sur un signal, vous envoyez un signal de Paris, et en une journée de cheval, il arrive bien au-delà du système solaire, n'est-ce Ouais, pas? ouais. Vous voyez, la rapidité est extraordinaire. Oui. Donc, même le département me paraît désormais une affaire de, de l'homme des cavernes, si vous voulez. Oui. Ah, oui. Ouais, c'est vrai que l'accès au temps est devenu très différent. Le temps de l'accès plutôt que l'accès au temps. Le Voilà, temps de le temps l'accès, de on peut l'accès. dire ça, oui. Oui, Oui, c'est ça. C'est plutôt le temps de l'accès. Oui. eh bien, ma foi. Et je voudrais finir quand même sur Ah, bah, je quelque vous en chose qui me prie. paraît important, c'est que aussi esclaves que nous soyons du temps, y compris de notre vie, y compris de l'attente de la mort, on peut essayer quand même de le faire un peu plus durer. Et il y a 3 manières de le faire durer, Ouais. sur lesquelles j'insiste beaucoup et que je voudrais terminer là-dessus. Et d'ailleurs, mon texte se termine là-dessus. Ouais. Il y a 3 manières de lutter contre le temps, enfin de rajeunir. La première, c'est une affaire de biotox, on appelle ça botox. Botox. Botox, voilà. Oh, Biotox, c'est bien aussi. Oui, oui, de cosmétique, c'est une affaire de chirurgie esthétique, etc. Vous savez, ça ne marche pas. C'est très, très cher, mais ça ne marche pas. D'ailleurs, le Botox, c'est extraordinaire. Vous savez qu'on ne peut plus sourire, donc on n'éprouve plus le sentiment de gaieté. Oui, ça, c'est très grave. Bon. Bon, très bien. Donc, c'est très cher et à peu près inutile. La seconde, que vous, médecins, vous recommandez à vos malades, c'est de prendre de l'exercice. Ouais. Qui vous que vous soyez, il faut marcher, il faut, etc., être un peu actif. Et c'est pas très cher de marcher, et c'est très utile, Et n'est-ce c'est très pas? utile. De prendre son temps de marcher. Voilà. Mais il y a quelque chose d'encore plus utile, moi, que je préconise. Ouais. C'est que la plupart des vieillards un peu alertes que je connais, un peu verts que je connais, sont des gens qui ont cultivé leur système nerveux. C'est-à-dire qu'ils font des efforts des neurones tous les jours. C'est-à-dire, par exemple, de lire aujourd'hui un livre un peu plus difficile que le livre d'hier. Vous voyez? Donc, essayer de faire encore des progrès de ce point de vue. Et ça, c'est absolument gratuit Ouais. et absolument efficace. C'est Voilà, efficace. voilà, c'est ça. C'est-à-dire faire très, très attention à des conférences très emmerdantes comme la mienne. Ouais, hein. C'est ça. Oui, mais c'est pas sûr qu'elle soit si emmerdante que ça. Voilà. Qu'est-ce que vous lisez de très très compliqué actuellement? Mais il se trouve que un de mes meilleurs amis a eu le prix Nobel de physique Ouais. et qu'il est spécialiste de mécanique quantique. Ah, parfait. Bon, Vous allez finir avec la mécanique quantique. Alors, qu'est-ce que... j'espère bien que vous avez mis votre nez là-dessus et que Oh, c'est absolument le nez, imbitable. il reste. Alors, plus vous vous rentrez dedans, plus voilà, Voilà. vous avancez dans la clarté alors que vous étiez dans les ténèbres. Voilà. Ouais. Non, non, c'est intéressant de faire des choses difficiles. Ouais. Je recommanderais à mes malades, moi, de lire des choses difficiles. Ah. Oui, oui. Alors qu'on a souvent tendance à leur dire je veux vous conseiller des choses faciles. Ah, mais quelqu'un qui regarde la télé tous les jours vieillit Ouais. à toute vitesse. Ouais. Il devient gâteux très vite, vous voyez. Tandis que quelqu'un qui lit des choses difficiles va conquérir de la jeunesse. Et dans la mécanique quantique, il y a de quoi faire. Oh oui, c'est pas seulement la mécanique quantique, bien Mais entendu. dans la mécanique quantique, on ne sait pas ce que c'est le temps non plus, là, à ce moment-là. Ça devient Mais ça veut dire c'est la discontinuité, là. la Ouais, discontinuité. ouais. Ouais. Bon, eh bien, monsieur Serre, je vous remercie Je infiniment. vous en prie infiniment, ça serait trop long. Oh, ce serait trop long peut-être. Je vous remercie pour Je vous aujourd'hui. en prie.
et avec peut-être le plaisir de vous revoir dans une autre échéance et un Je autre l'espère. moment, Je hein, l'espère aussi que et je que serai votre santé va rajeuni. récupérer grâce à des soignants qui vont s'occuper de vous à Parfait. merveille, n'est-ce Merci. pas? Merci. Merci beaucoup.